10 000. 10 000 soldats troyens passant la porte de la cité. Les lances aiguisées, les casques pesants, le laiton alourdit les hommes. 30 000 Grecs débarquant de la mer Égée. Ce jour-là, il n'y a d'agité que les hommes. Les boucliers de bronze sont saillants. Ils reflètent un soleil qui ne se soucie pas de l'amour. L'heure est à la charge, les hommes se délestent et courent. 350 mètres séparent ces hommes. Le sprint se transforme en saut de haine. Les hommes évitent ceux qui ne sont plus que des morts. 40 000 hommes prennent part à l'horreur la plus totale. Et pourquoi? Monsieur le Président, Madame, Messieurs, l'amour est-il un aveu de solitude? Non, l'amour n'est pas un aveu de solitude. L'amour, principe ô combien galvaudé et infiniment traité, honnêtement, qu'y a-t-il de plus à dire sur l'amour? Monsieur le Président, Madame, Messieurs, il me suffit de vous regarder pour être convaincu que cela existe encore. Alors, je vous vois déjà, mais que va-t-il pouvoir bien nous dire de nouveau sur l'amour? Honnêtement, je ne sais pas. Je ne sais pas parce que qu'est-ce que l'amour? C'est un sentiment indescriptible, et la définition de l'un ne sera pas la définition de l'autre. Nous avons tous une manière de conceptualiser différemment un sentiment qui n'est absolument pas rationnel. L'homme a essayé, des millénaires de réflexions, d'écrits, c'est une expérience de laboratoire à échelle planétaire, tous cobayes de l'amour, et pourtant, le résultat n'est jamais le même. Alors, l'humanité théorise comme elle peut, et les Grecs classent les amours. Agapé, l'amour divin et inconditionnel, Eros, l'amour physique, Storgé, l'amour familial, Philia, l'amitié, le lien social. Remarquez que pour ces hommes de l'Antiquité, l'amour ne se vit pas seul. On aime nécessairement quelqu'un d'autre. Dans chacune de ces situations, l'amour est tourné vers les autres. Aimer est donc pour eux un aveu de plénitude et non de solitude. Et mon contradicteur vous aura dit que l'exhibition sexuelle n'est pas une preuve d'amour, je vous garantis que si. Mais surtout, ces Grecs avaient bien compris que l'amour pour eux n'est rien de plus que 4 piliers fondateurs qui aident tout à chacun à s'épanouir, seul ou à deux, mais jamais dans la solitude. Alors c'est vrai, vous pourriez me dire que c'était il y a longtemps, qu'ils ne sont pas à la page, ces Grecs, et vous auriez raison, ils ne sont pas à la page parce qu'ils usaient de parchemin. L'amour, le sentiment amoureux dont nous parlons, naît d'une fusion chimique très simple et heureusement, la science a évolué. L'ocytocine est un octopédide synthétisé par l'hypothalamus qui provoque des contractions utérines comme un neuropeptide et c'est extrêmement simple. L'anandamine N- pour les connaisseurs, cannabinoïde endogène aussi présente dans le cacao. C'est d'ailleurs pour ça qu'on offre des chocolats à la Saint-Valentin. Et synthétisé par l'arachidonol, l'éthanolamine. C'est donc une réaction entre l'ocytocine et l'anandamine. C'est très basique. Faites un effort s'il vous plaît. Donc vous voyez que c'est logique. Aimer, ce n'est pas un aveu de solitude. L'amour est une réaction chimique. Un élément seul ne peut réagir chimiquement seul. Non. Un élément chimique ne réagit qu'avec un autre élément. C'est donc l'expression même de l'union. L'amour est donc naturellement une présomption irréfragable, un alibi. Je n'étais pas seul parce que j'aime. Je n'étais pas seul parce que ce soir-là, l'hypothalamus a bien sécrété. L'amour vous empêchera d'avouer que vous étiez seul parce que si vous l'aviez été, vous n'auriez jamais été amoureux. Mais la science a elle aussi ce défaut, de se limiter à expliquer sans nous dire ce que l'on peut vraiment aimer. Aimer, c'est tellement large. Il y a tellement de possibilités de sécréter l'amour. Il peut y avoir une réaction chimique entre un homme et une femme et une femme, un homme et bien d'autres choses. Et il y a même des réactions chimiques entre un homme et une idée, entre une femme et un combat. Martin Luther King se levait un 3 avril 68 pour l'amour d'un idéal et faire l'aveu d'un mal-être collectif. Des mots d'amour plus forts que l'amour encore, pour dire aux hommes que la haine est un aveu de faiblesse. Il disait que s'il le pouvait, il poursuivrait sa route jusqu'en Grèce et il transporterait son esprit sur le mont Olympe, qu'il y verrait Platon, Aristote, Socrate, Euripide et Aristophane assemblés autour du Parthénon, en train de discuter des grandes et éternelles questions que pose la réalité, mais qu'il ne s'y arrêterait pas. Car il y avait trop à aimer ici, trop à aider, trop à aimer pour montrer à tous que l'injustice ne se règle pas dans son coin, mais bien dans l'amour de l'autre. Il était seul à sa tribune, et pourtant, il aimait tellement les autres
qu'il ne pouvait ressentir la solitude. Il soulevait la foule sentimentale en demande d'amour, pour finalement en mourir. Assassiné lâchement, et pourquoi? Parce que la haine est un acte isolé. Isolé parce que ceux acculés par la solitude sont justement ceux qui sont en manque d'amour. Parce que lui n'était pas seul. Il était trop aimé et trop aimant. Le personnage qu'il était incarnait l'inverse de notre question, qui ne tient qu'à souligner le cas particulier du chagrin d'amour. Mais le chagrin d'amour n'est pas un amour, il n'est simplement plus un amour. C'est une déception, une cause perdue. Et d'ailleurs, une cause aimée n'est pas seule, elle se nourrit d'adorateurs, subsiste jusqu'à ce qu'elle soit réalisée. Un homme qui aime une cause n'est jamais seul. L'homme amoureux de ses convictions et riche de ses seuls doutes se retrouve seul lorsqu'il n'y a plus de doute et conviction, lorsqu'il n'y a plus rien à combattre. Et cela, Monsieur le Président, Madame, Messieurs, n'arrive jamais. Vous parliez des artistes, et ce Picasso avec son Guernica alors, ne se battait-il pas dans l'unité et pour l'amour des hommes? Des combats, il y en a partout, tout le temps. L'amour d'une planète, n'y a-t-il pas plus grand combat de conviction et emprunt au doute? Et pourtant, aimer la planète serait un aveu de solitude. Se battre pour défendre ce qui reste d'un accord de Paris en ruine serait un aveu de solitude. Mais non, c'est à plusieurs qu'il faut reconstruire cette énorme ruine qu'est cet accord de Paris. Et tous les autres combats alors, ces femmes qui mènent un combat de tous les jours pour l'égalité, la justice, la reconnaissance de leurs compétences, grande cause d'un quinquennat. Mais c'est beaucoup plus que ça. Elles sont amoureuses d'un idéal qu'elles ont raison de défendre. Et elles ne sont pas seules. Nous sommes tous avec elles. L'amour est nécessairement porté vers un autre, ou vers nous-mêmes. Et si l'on s'aime seulement soi-même, si on s'aime seulement soi-même, est-ce pour autant que nous sommes seuls? Ne serait-ce pas absurde de penser que s'aimer soi-même est un aveu de solitude? Je vous en prie, aimez-vous, faites-le parce que vous le valez bien. Aimez-vous, parce qu'en tout cas, moi, je vous aime beaucoup. Finalement, ces Grecs avaient tout compris. Ils étaient à la bonne page du parchemin. N'est-ce pas ce pourquoi nous sommes tous là? Agapé, philia, storge, eros. Pour un amour inconditionnel, dont je tairai le nom. Pour l'amour d'un ami. Pour l'amour d'un fils. Pour l'amour des physiques. Vous sentez-vous seul ici? Moi non. 40 000 hommes. 40 000 hommes agitent les emblèmes de leur cause. Acculés, les Troyens repousseront les Grecs une fois, deux fois, trois fois. Les corps gisent, les boucliers de bronze ne font plus subir aucun poids, les casques de laiton masquent les visages galvanisés par la victoire troyenne. Hélène de Sparte est Hélène de Troie. Elle a fui une relation solitaire de contrainte pour rejoindre un amour solidaire. Solidaire parce que 10 000 Troyens se sont battus pour un amour qu'elle a avoué et voué à Paris. À Hélène, à Paris, une victoire se fête, une bataille pour dire que l'amour se fait dans l'unité, une bataille pour à la fin pouvoir lui dire « Je t'aime ».